Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, j'avais une petite question. Est-ce que vous avez confiance dans les produits de santé? Ouais? Moyen? Alors, j'ai besoin que vous ayez confiance parce que, en tant que président de Becton Dickinson France, fabricant pionnier et leader de la fabrication de dispositifs médicaux, si vous n'avez pas confiance dans les produits de santé, je vais passer 10 très mauvaises minutes. Alors, pour ça, je n'ai pas pris de risque. Je suis venu accompagner. Alors, ça ne sert à rien de regarder à l'entrée. Je ne suis pas venu accompagner de quelqu'un, je suis venu accompagner d'un produit. Je vous le montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce produit, c'est une seringue qui peut vous sembler totalement banale. Une seringue dans laquelle vous pouvez mettre des vaccins, dans laquelle vous pouvez mettre des anticoagulants, dans laquelle vous pouvez mettre des produits biologiques. Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi cette seringue, elle n'est pas banale? On m'a dit à Tech Fest, il y a du public, ils répondent et tout. Est-ce que vous savez pourquoi cette seringue, elle n'est pas banale? Non? Oui? Cette seringue, elle n'est pas banale parce qu'elle est fabriquée ici. Alors, je vous rassure, elle n'est pas fabriquée à l'Alpexpo. Elle est fabriquée dans les usines de Becton Dickinson, à moins de 5 km ici, à Pont-de-Claix. Donc ça, cette seringue, on en fabrique 2 millions par jour. D'accord? Et donc, oui, on est une société d'origine américaine, mais qui fabrique ici en France. Et c'est à partir de ça que je vais lancer mon thème sur la souveraineté. Parce que j'ai écouté depuis quelques jours, depuis quelques heures, quand on discute souveraineté à Tech Fest, j'entends beaucoup parler de questions de drapeau, j'entends beaucoup parler de questions d'identité, mais je vais vous dire quelque chose, pour moi, en santé, la souveraineté, ce n'est pas une question de nation, c'est une question de capacité à agir et à choisir le meilleur pour le patient. Et notre système de santé, il n'a pas besoin d'une souveraineté négative. Souveraineté qui isole, qui referme, qui se replie sur nous-mêmes. Notre système de santé, il a besoin d'une souveraineté positive, c'est-à-dire une souveraineté qui nous donne les moyens d'agir et de choisir le meilleur pour les patients. On est tous patients ou futurs patients. Et quand on entend les patients, qu'est-ce qu'on veut? On veut le meilleur traitement, on veut le meilleur protocole, on veut le meilleur hôpital, et parfois on veut le meilleur chirurgien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on veut le meilleur. Et donc, cette souveraineté positive, c'est justement une souveraineté qui nous isole pas, qui ne crée pas des barrières. C'est une souveraineté qui nous ouvre vers l'extérieur, à la fois pour produire et aller vers l'extérieur, mais aussi pour attirer des capitaux, puisqu'on a besoin de créer des emplois. Et je pense que chez BD, on incarne bien ça. On est une société étrangère, mais en France, on a 2700 employés. On investit 30 millions de R&D par an ici à Grenoble, et on fait plus d'1,4 milliard de chiffre d'affaires. Donc on incarne bien cette souveraineté positive. Ensuite, quand on parle de souveraineté positive en santé, pour moi, c'est une responsabilité collective. C'est-à-dire qu'on doit tous ensemble, acteurs industriels, enseignement, hôpitaux, médecins, faire quelque chose pour qu'on puisse avoir accès aux meilleurs traitements. Et je suis désolé de casser un peu l'ambiance, on n'y est pas. Et je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui en France, 40% des médicaments qui sont disponibles et accessibles sur le marché américain ne le sont pas en France et en Europe. Et ça, en tant que citoyen, en tant que patient ou futur patient, on ne peut pas se satisfaire de ça. On ne peut pas se satisfaire de se dire, on est quoi? On est 7e puissance mondiale. Vous savez qu'on est le 3e pays qui investit le plus dans la santé. On investit 12% de notre PIB et on n'a pas accès aux meilleurs traitements. Et ça, je peux vous donner des exemples concrets. Je prends l'exemple de ma société, Becton. Chez Becton, par exemple, on fait des robots qu'on met dans les pharmacies hospitalières. C'est des robots qu'on connecte avec des armoires sécurisées qu'on met dans les unités de soins. C'est-à-dire qu'on sécurise tout le parcours du médicament à l'hôpital. Quels sont les impacts? Déjà, on réduit les déchets, donc il y a un impact RSE fort. Ensuite, on libère beaucoup de temps pour les soignants, c'est-à-dire que l'infirmière ne passe pas son temps à gérer les médicaments, le pharmacien ne passe pas son temps à gérer les médicaments, il est plutôt tourné vers le patient. Et je vois un pharmacien ici qui connaît bien le dispositif. Et derrière, bien sûr, ça réduit les erreurs médicamenteuses. Et aujourd'hui, les erreurs médicamenteuses, c'est la 2e cause d'effets indésirables associés aux soins. Dans 77% des cas,
il y a des risques très compliqués. Et dans 21% des cas, on tombe sur des cas de décès. Je vous le dis très concrètement, moi, demain, si je vais à l'hôpital ou qu'il y ait quelqu'un de ma famille qui va à l'hôpital, j'aimerais qu'il y ait une sécurisation et une automatisation du circuit du médicament. Et ce n'est pas le cas de partout. Aujourd'hui, en France, vous avez encore certains PUPH qui demandent à avoir des investissements pour ce type de robot qu'on n'a pas. Pour vous donner un exemple d'un autre pays, en Italie, ils viennent de libérer 1 milliard pour sécuriser le parcours du médicament. Je vous prends un deuxième exemple. On est présent au bloc opératoire avec ce qu'on appelle des monitoring hémodynamiques. Je vais essayer de faire simple. C'est des moniteurs qu'on donne à destination des anesthésistes et ça leur permet, dans les chirurgies longues, de suivre des constantes. Il y a de l'intelligence artificielle embarquée et ça leur permet de prévoir tous les risques d'hypotension et aussi de s'assurer que les organes vitaux sont bien oxygénés pendant la chirurgie. Dans les chirurgies longues, donc plus de 4 heures, chirurgie à risque, aujourd'hui en France, seulement 10% des interventions bénéficient d'un monitorage hémodynamique. Pareil, si demain je me fais opérer, que quelqu'un de ma famille ou de mes amis se fait opérer, je souhaite que sur une chirurgie longue, il ait accès à ce monitorage hémodynamique. Parce que derrière, ça réduit les complications post-op, ça réduit les temps de séjour. Donc on n'y est pas encore. Il faut se le dire, on n'y est pas encore. D'autres pays, on parle souvent des États-Unis, de la Chine, sont déjà en ordre de marche. Ils ne se posent pas les mêmes questions que nous. C'est-à-dire qu'ils sont là pour développer leur société, faire que leurs startups grandissent, attirer des capitaux. En France, on n'a pas perdu. On a plein d'atouts. On est déjà un marché hyper intéressant, France et Europe. On a beaucoup d'expertise, on a des professionnels soignants de qualité, mais il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille et soyons cash, si on continue à faire des budgets annuels, à baisser les coûts, à mettre une réglementation et une régulation de plus en plus importante, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit le chiffre d'affaires des industriels puisqu'on baisse les prix, ça diminue l'investissement des fonds d'investissement et ça réduit l'accès au marché. C'est-à-dire que vous avez un temps d'accès au marché qui est très long et donc les entreprises décident de lancer d'abord sur d'autres pays que l'Europe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait conscience. En plus, en France, on a un autre point important, c'est qu'on est les rois du dogmatisme. On adore opposer. C'est facile, ça fait des likes et des followers, comme disent les jeunes. On oppose les grosses entreprises aux petites entreprises. On oppose les entreprises américaines ou les entreprises étrangères aux entreprises françaises. Moi, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'en tant que patron de MedTech, je ne suis pas là pour défendre un camp, je suis là pour défendre un écosystème. Puisqu'aujourd'hui, on a besoin de start-up, on a besoin de PME et on a besoin de grands groupes. On a besoin de groupes français très solides, on a besoin de groupes européens et on a besoin aussi d'industriels. Et en fait, il ne suffit pas d'aller hyper loin. Vous allez juste là-bas, il y a un écosystème qui s'appelle Medicalps. Medicalps, c'est quoi? C'est un écosystème des sociétés de santé de l'arc alpin. Vous y retrouvez des grosses sociétés, comme BD, vous y retrouverez des startups et vous y retrouverez des PME. Et c'est cet écosystème qui fait qu'on est attractif et qui fait qu'on est tourné vers le patient. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout ce qu'on fait, on le fait vers le patient. Donc pour conclure, parce qu'il me reste 1 minute et quelques, vous avez compris, ma conviction, elle est forte. En santé, il n'y a pas de place pour le dogmatisme. En santé, on doit tout faire pour le pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est le patient. Tout ce qu'on doit faire, c'est de s'assurer que le patient bénéficie des meilleurs traitements. Par contre, clairement, il va falloir qu'on transforme notre système de santé. Ce n'est pas en faisant des baisses de prix qu'on transforme. Les baisses de prix, ce n'est pas une transformation du système de santé. Ça veut dire qu'on va devoir se lancer sur des plans pluriannuels, sur des plans d'investissement. On ne doit pas voir la santé comme une dépense. On doit voir la santé comme un investissement. Je vous prends un exemple concret. Dans la prévention, aujourd'hui en France, on investit seulement 3% de notre budget santé en prévention. La prévention, c'est un investissement. C'est-à-dire, à l'instant T, vous investissez dans de la vaccination, du dépistage. Le résultat, les économies, vous les trouverez 3 ans après. Donc, c'est cette logique d'investissement. Et pour conclure, je vais revenir à ma seringue, que vous avez vue au début. Parce que pour moi, cette seringue, en fait, elle représente tout. Et elle représente cette souveraineté positive. Parce que derrière cette seringue, il n'y a aucun patient qui voit un drapeau. Derrière cette seringue, il
Il n'y a aucun professionnel de santé qui voit une ingérence. Derrière cette seringue, on voit quoi? On voit un produit de qualité qui permet d'administrer le bon traitement au patient, donc juste de choisir d'agir pour le patient. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Tech Fest. Bonne journée.